Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Allez, salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 151. J'espère que vous allez bien. J'ai avec moi Stéphane. Comment vas-tu, Stéphane? Ça va, et vous les confinés, ça va? Eh ben écoute, ça va. Ça va bien. Salut la chatroom pour ceux qui nous suivent en direct. Merci à notre sponsor Epitech Digital qui sponsorise l'émission et qui sponsorise aussi la matinale de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, y compris sur Twitch, vous l'avez en bas. Alors vous entendez, il y a un peu de bruit chez Stéphane parce qu'il est en train d'imprimer sa 500 millième visière. C'est à peu près ça, ouais. Qui devrait sortir. C'est vrai, ça s'entend? Je croyais que ça s'entendait pas. Non, mais par moment, oui. Ah ouais, j'ai un roulement qui fatigue et sur les grands mouvements, ça doit s'entendre un peu. Mais elle a fini dans 20 minutes, elle devrait avoir fini. Bah voilà. Donc ça devrait pas tarder à terminer. Il a changé Bertrand. Bah non, c'est Stéphane. Donc merci à vous. J'en profite au passage pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir avec tipeee.com/stdrenegade et Twitch Prime. Si vous êtes sur Twitch, vous pouvez. Voilà, c'est 100 ans, mais c'est pour la bonne cause, effectivement. Donc, Latine, ça faisait pas si longtemps, ça doit faire 3 semaines. 3 semaines, c'est vrai. Ah, la fois d'avant, ça faisait longtemps. La fois d'avant, ça faisait longtemps, ouais. Avec son rouleau industriel, exactement. Avec son gros rouleau industriel de 12 kg et demi. Non, 2,5 kg, mais c'est impressionnant. Et j'ai un copain, là, il imprime sur des bobines de 8 kg. Waouh! Alors, mais il a des imprimantes qui font... elles sont énormes, hein, c'est une grosse boîte qui fait de l'impression 3D. Et il a des bobines de 8 kg. Et ils ont imprimé des visières aussi avec leurs grosses imprimantes, là. Ouais. Et il m'a montré, ils ont une colonne de bobines de 8 kg de... Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est un gros challenge d'imprimer avec tout ça, quoi. Ouais. Bref. Bon, ben, si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, si vous nous suivez en replay sur YouTube, ben, n'hésitez pas non plus à commenter. On démarre avec la première news et on va parler d'IKEA. Oui. IKEA qui se charge aussi. Qui se charge de quoi? Qui se charge de vos appareils électroniques. Puisqu'ils ont sorti 2 chargeurs. Alors il faut savoir que les câbles sont vendus en option chez IKEA. C'est-à-dire que vous achetez le chargeur et les câbles, ils ont une gamme de câbles qui sont vendus en option. Donc je tiens à le préciser quand même, c'est pas livré avec. Hein. Donc 2 chargeurs, un petit chargeur compact mural avec 2 prises. Il y a un USB-C et un port de 5 watts en USB-A. L'USB-C fait du 18 watts hein, sur la première que je vous ai montré, celle-là. Et sur l'autre version, donc là on est plutôt sur un chargeur de bureau. Alors, la gamme de chargeurs s'appelle le AskStorm. Fais-moi le malin là. Ah bah ouais, évidemment. Donc, ce deuxième chargeur est vendu 20 €. Il y a quand même 2 ports USB-A et un USB-C. Ce bloc gris là fournit quand même 40 watts répartis en 30 watts pour l'USB-C et 5 watts pour les USB-A. Donc voilà, il conviendra à tout, iPhone, Mac, tout ça, même les MacBook Air. Il faut savoir qu'Apple fournit aussi un chargeur 30 watts. Donc si vous avez un MacBook Air et que vous voulez utiliser un chargeur qui permet de charger en même temps un téléphone ou autre chose, c'est pas mal l'idée. Et du coup, ça marche aussi pour un Raspberry Pi 4. Et ça marche aussi pour un Raspberry Pi 4, exactement. Puisqu'il conseille du 30 watts. Oui. Et t'as encore, t'as de quoi peut-être alimenter un petit disque externe qui est pas trop gourmand. Ou complètement. Ça peut être une solution aussi. Complètement. Donc voilà, si vous êtes dans le chat sur Twitch, faites comme Nico77, n'hésitez pas à vous abonner avec votre Twitch Prime. D'ailleurs, c'est même pas un Twitch Prime, c'est un sub normal, mais vous pouvez aussi vous abonner normalement. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Non, pas du tout. C'est exactement pareil, merci à vous. 30 watts en USB-C, Boirf, pas trop quand même. En fait, l'objectif à la base de ces appareils-là, c'est pas tellement de charger des MacBook Air. Hein. À la base, c'est d'abord de charger des appareils mobiles. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt. Et aussi, le gros intérêt, c'est le prix. Hein. 19 € pour le premier et 20 € pour le premier en gros et 13 € pour le suivant. Donc voilà, honnêtement. Oui, non, c'est pas mal.
Honnêtement, c'est pas mal de retrouver ça chez Ikea aussi. Hein. Donc, voilà. Faut voir dans le temps, parce que comment ça vieillit. Mais... Tu dis ça sur la photo, mais il y a un MacBook. Oui, oui, exactement, parce qu'il fait 30 watts, donc il est suffisant pour recharger un MacBook Air. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Merci. Est-ce que c'est suffisant, par contre, du coup, tu penses, pour recharger tout en... Parce que la batterie ne baisse pas en... Le 30 watts, oui, parce que Apple livre un 30 watts avec, donc tu vois. Voilà. J'avais peur que ça soit peut-être un petit peu juste. Non, non, non. Le petit, lui, va être juste. Il fait que 18 watts. Ouais, non, là, c'est mort. Vous pouvez oublier. Il y a une trop grosse différence de puissance. On va parler imprimante 3D, justement, puisque tu es dans ton laboratoire top secret. Je suis dans mon... Ouais. Alors, sachant que j'en ai arrêté 4 pour l'émission. Oui, bah oui. La consommation électrique, mon gars. Ça doit être quelque chose. J'ai EDF qui m'a envoyé un mail pour me dire que je consommais plus que d'habitude. Est-ce que c'était normal? Tout à fait, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ouais, donc on va parler Creality, marque bien connue, hein, qui a produit la Ender 3, la CR10, CR10S. Ouais. C'est ça, l'antre du Stéphane d'ailleurs. Ender 3 qui est pas cher du tout. Hein. Oh non, non, alors alors bizarrement avec le Covid, elle est remontée. Hein. À une époque, on arrivait à la trouver à 150 balles. Ouais, c'est ça. Là, tu la trouves plutôt à 180, presque 200. Ouais. Bon, voilà. Après, il y a même des sites qui la vendent plus cher que ça. Hein. Ouais. Après, 280 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça dépend de où tu commandes. Il faut quand même privilégier Gearbest ou AliExpress. Pour les choper. Après, il y a quand même des mecs qui te la rebrandent avec du support derrière. Donc, si tu es débutant, ça peut aider. Ça peut valoir le coup de la payer un peu plus cher et d'avoir du support. Mais voilà. Donc, en gros, Creality a dévoilé sa gamme 2019-2020, hein, fin 2019. Donc, on est sur la gamme 2020 plutôt. Donc, il y a une Ender 3 V2, il y a une CR10S Pro V2, une CR10 V2 avec quelques améliorations notables. Il y a une CR5 qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une Ultimaker. Voilà. Mais il y a une CR6 qu'ils appellent... Alors là, c'est la SE pour Special Edition. Okay. C'est comme pour Star Wars Special Edition. Et ça ressemble à ça. C'est celle-là. Qui a la particularité d'être lancée sur Kickstarter. Voilà. Donc, ils ne nous avaient pas habitués à ça. Je pense que ça leur permet aussi d'engranger de la préco et de gagner un peu en trésorerie pour lancer la production officielle. Bah oui. C'est une imprimante qui va exister. Alors, dans le Kickstarter, j'ai pas l'impression que ça apparaisse, mais je l'ai pas lu en entier. Alors, là, tu es sur le... Voilà, donc là, il y a un tendeur de courroie intégré. Si tu reviens sur l'image d'avant, il te montre en fait la nouvelle tête qui va être beaucoup plus modulable et qui va être beaucoup plus facile du coup à entretenir. Apparemment, elle est RGB avec des... Non, c'est juste le flux d'air à la graphique design. C'est ça. Voilà, donc la tête a l'air assez intéressante. J'ai juste peur que par exemple, tu vois, le ventilo, on puisse pas mettre un truc qu'on soit attention parce qu'il y a un éclair, j'ai l'impression, à l'intérieur aussi. Hein, ouais, voilà. Et moi, j'ai peur qu'on soit un peu lié à des pièces détachées Creality pour le coup. Okay. Mais voilà, ils vantent le mérite qu'elle est plus modulaire. Ouais. Voilà, il y a quoi? Il y a un nouvel extrudeur. Alors quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit chouette, c'est peut-être un extrudeur à base avec un système type Bondtech. En fait, le système Bondtech, tu sais, c'est 2 roues crantées. Et en fait, le filament passe au milieu. Et il passe par les 2 roues. Du coup, tu as un super couple. Et en fait, quand tu le démontes, non, c'est une petite roue crantée de merde habituelle. Sauf que là, il y a un guide fil et c'est un petit peu mieux fait. Et surtout, il y a un détecteur de filament optique. Ce qui est intéressant. Mais pour l'avoir testé, moi, alors en do it yourself, donc peut-être que eux, ils ont trouvé un truc un peu mieux. Mais moi, ça posait des problèmes avec certaines couleurs de filaments. Il y a des couleurs de filaments qui avaient du mal à passer avec le capteur optique. Bah ouais, et du coup, ils me disaient que j'avais pas de fil alors que j'en avais. Ouais, c'est ça. Ouais. Le rouge en particulier. Du coup, quand tu étais proche d'une couleur primaire, en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que le truc devait fonctionner en infrarouge ou un truc comme ça. Et donc, forcément, le rouge et l'infrarouge, ça pose un souci. Okay. Du coup, le truc sympa aussi, c'est le petit écran. Donc là, on est sur un écran HD, entre guillemets, hein, mais bon, qui est quand même une définition assez sympa. Et puis tactile. Ça c'est cool. Donc, je pensais que c'était juste vraiment un écran d'info. Là, on est sur un truc tactile. Non.
on est sur un écran tactile, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un dérouleur de bobine, comme je vous montre là, qui est assez intéressant parce qu'en fait, tu peux le plier. Donc soit ça va venir sur le côté, soit à l'arrière de l'imprimante. Ah oui, tu donc, peux le déplacer, je vois que tu peux le clipser ouais, comme tu veux. Ouais. C'est assez intéressant. Et attention, ils ont enfin compris qu'on pouvait faire quelque chose de l'espace perdu sous l'imprimante. Et donc, ils nous ont intégré un magnifique tiroir pour y positionner spatule, tournevis, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, si tu regardes l'imprimante, tu as l'impression qu'ils l'ont conçu pour être un truc transportable. Ouais, c'est ça, il y a une poignée et tout. D'où la poignée, d'où le tiroir, tu vois, d'où le ouais, bah pendant qu'elle imprime, tu peux la déplacer, quoi. Lol. Ouais, alors, non, mais alors ça, ils le font avec la Dagoma Neva, hein, ils l'ont même fait imprimer dans un dirigeable à l'époque. Ouais. Mais voilà, donc c'est une imprimante qui a l'air intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout le système de leveling. Si vous regardez bien, en fait, il n'y a pas de système pour régler le plateau. En fait, tout se règle automatiquement. Et en fait, il y a un courant qui passe dans la buse, directement dans la buse d'impression. Ok. Qui vient toucher. Et dès que ça touche, c'est bon. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, il fait un auto-leveling sur 21 points au départ. Et avant les impressions, il doit le faire sur 6 ou 9 points. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà vu ça, si vous aviez vu mon test sur Révolution 3D de la Stratomaker, ils utilisaient un système un peu similaire mais juste sur 4 points. Ouais. Là on est sur un truc assez sympa. Et puis bon, le tenseur de courroie on le voit avec la vis au bout là à droite. Ouais, alors ça c'est un truc qu'on avait tendance à rajouter en mode do it yourself, hein, on l'imprimait, on bidouillait pour le faire. Qu'il l'ait ajouté là, c'est vraiment une bonne chose, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc ça devait être lancé sur Kickstarter dans les prochains jours. C'est fait en fait depuis quelques heures ou hier soir. Donc vous pouvez aller le voir si vous voulez. Je vous mets le lien dans la chat room. Hop, vous allez entendre mes MX Red en action. Voilà, je vous le mets dans la chat room. Les 2 premiers paliers sont déjà passés, donc pour l'avoir à $260, c'est mort. Mais là, on peut la toucher déjà aux alentours de $320. Ce que je trouve pas cher pour une imprimante de cette qualité. Okay. Sur le plateau, on est sur du 23 cm par 23 cm par 30 de haut, je crois. Et en fait, ils ont prévu une version max qui devrait faire 30 par 30 par 30 ou 40. D'accord, ok. Ce que nous dit dans la chatroom Toufik, donc pas de support en verre ou bulle-tac, puisque forcément il y a un courant qui passe, ou si? Alors non, mais par contre, du coup, on est sur un plateau type Anycubic. Merde, j'ai oublié le nom. Attends, j'en ai un là. Ultra Base, pardon. Voilà. D'accord. J'avais oublié le nom. Donc c'est un type Ultra Base. Du coup, la surface est déjà, elle accroche déjà la surface qu'il y a là. Et voilà, si vous voulez voir, il y a Naomi Wu qui a fait un unboxing de la machine puisqu'elle a une version de pré-prod. Donc sur sa chaîne YouTube. Voilà, si vous arrivez à passer outre ces nouveaux implants mammaires, vous pourrez voir la machine. D'accord, ok. Je vais passer du coq à l'âne. On va parler gaming avec Lenovo. Merci, c'est parti. Parce qu'on est aussi des gamers. Ouais, Lenovo Legion, tu sais, c'est la marque gaming. C'est la marque gaming de comment s'appelle de Lenovo. Ouais, ils font des portables, ils font tout un tas de trucs. Et là, en fait, ils font un smartphone surtout gaming. Donc, il a fuité, hein, et il a une particularité. Bon, déjà, je vous montre. Déjà, il a une charge 90 watts. Donc, charge rapide 90 watts, autant vous dire, voilà. L'autre particularité, c'est que sur toutes les photos, on le voit en mode, en mode portrait. Je ne sais pas pourquoi. Non, il a un écran 144 Hz, donc c'est assez énorme. Donc 90 watts. À l'arrière, un double capteur photo qui est positionné bizarrement, puisque c'est plutôt au milieu, et le flash est au milieu. Alors, ce que vous voyez, le logo Légion, en fait, c'est cette espèce de... J'allais dire de triangle, mais c'est pas vraiment un triangle. Une espèce de dessin qu'il y a au milieu, là, sous le flash, derrière, qui du coup est RGB. Il peut changer de couleur. C'est merveilleux. Et la particularité, c'est que vous voyez là où il y a écrit Légion en haut, avec un petit micro, tout ça, machin, derrière. Bah, c'est qu'en fait, c'est là derrière que sort l'appareil photo frontal. Voilà, une étoile de ninja. Ouais, c'est ça fait un peu shuriken. Ouais, c'est un peu ça fait un peu visière de Reinhardt. Mais voilà, merci Gemini pour ton Twitch Prime. Merci.
On a tous les Twitch Prime ce soir en fait. Ouais. Et là donc du coup on a cette caméra pop-up sur le côté. Alors c'est très étrange parce que si tu as le smartphone en main, merci Slow pour ton Twitch Prime, vous avez lancé le trend live du coup sur Twitch, vous allez gagner des icônes. Ça clignote chez Hugo, bah oui. Il doit se dire que je fais exprès de le troller, mais en fait pas du tout. Et en fait, quand vous l'avez en main, le smartphone, du coup, ça pose un véritable problème d'ergonomie. C'est-à-dire que si vous lancez une app de chat, par exemple, merci Gwen Kern pour le Twitch Prime. Twitch Prime. Vous avez en fait la caméra pop-up qui vous sort dans les doigts ou dans la paume de la main. Et c'est juste hyper dangereux même pour le mécanisme, tu vois, tu tiens ton smartphone, enfin, c'est assez fou quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un public pour ce genre de smartphone? Ah mais je sais pas. Franchement, j'ai du mal à imaginer. Asus, ils le vendent le leur ou... Non, c'est un échec. Razer aussi, c'est un échec. Enfin, tous ces smartphones sont des échecs. Surtout qu'en plus, ils sont vendus avec des accessoires gamer, tu sais, genre des manettes que tu plugues dessus. Non, Asus, ils font mieux. Un ventilateur. Je sais, il y a le ventilateur derrière, tout à fait. Il y a le refroidissement ventilateur, mais après, ça peut se comprendre parce que le smartphone chauffe beaucoup. Quand tu dois alimenter un écran 144 Hz, jouer à PUBG mobile et tout ça, je peux te dire que ça tire dessus quoi. Donc un refroidissement liquide, enfin ou à air même, c'est pas complètement inutile. Donc là voilà, ils sortent ce truc là. Alors tous, ils ont en fait des marques gamers assez fortes. Des marques gaming assez fortes comme ROG, comme Razer, enfin il y en a d'autres, hein. Il y a Acer Predator, il y a Lenovo, enfin ils ont tous une gamme de matériel gaming et ils se disent on fait aussi des smartphones, pourquoi est-ce qu'on joindrait pas les deux? Moi mon routeur est un routeur ROG, hein. Mon routeur réseau, c'est un routeur Asus ROG. Sauron, ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est un truc ROG. Bon, voilà, évidemment il y a du marketing derrière, surtout pour les géants, il y a clairement énormément de marketing derrière. Dans les faits, si tu veux, en fait, ils ont conçu le truc en se disant, tu vois, là où elle est placée la caméra, elle est top si tu joues et tu streams en même temps. Tu vois ce que je veux dire? La caméra est face à toi quand tu joues, enfin, sauf que personne ne stream sur ce smartphone. C'est réalisable dans des conditions qui sont extrêmement dégradées. Mon fils. Ouais, mais il y a peu d'intérêt en fait. Honnêtement, il y a très peu d'intérêt. Il a 3 viewers. Bon. Ouais, voilà. Mais même, il y a peu d'intérêt. Jouer à des jeux mobiles et streamer comme ça en mobilité, je sais pas. Moi, j'ai un vrai... c'est ça. Oui, alors c'est sûr que les routeurs gaming, ils les vendent beaucoup mieux. Les routeurs gaming, d'ailleurs, ils sont sous la marque ROG pour marquer la performance. Mais ils n'existent pas en équivalent pas gaming. Donc du coup, bon, c'est pas, on peut pas vraiment comparer. Mais c'est comme si tu avais un routeur Asus normal et tu avais un autre ROG où il y avait juste le ROG par-dessus, tu vois. Bon, là, c'est pas le cas. Ils font un peu plus que ça. Là, je trouve que c'est voilà, 90 watts de charge rapide. Bon, je sais pas trop. L'intérêt, c'est les streams de Pokémon Go, quoi. Ben, pas du tout, Michael, parce que la caméra est sur le côté et Pokémon Go se joue à la verticale. Donc il y a un problème en fait. C'est que déjà ça marcherait pas. Voilà. Merci Pépital pour ton Twitch Prime. 9e mois d'abonnement. Great. Eh oui. Bon, les streaming Cloud, peut-être. Mais honnêtement, j'ai un gros souci. J'ai un gros souci avec ça. Mais bon. Alors, c'était pour contredire ton message, mais Cédric, mais comment réagir exactement au même moment? Ah d'accord. Bon, bref, on va passer à Windows 10, Windows 10 X, qui sera aussi pour un seul écran, pour les gens qui font du mono-écran, qui ont un ordinateur portable avec un seul écran, parce qu'au début Windows 10 X était annoncé pour le Neo, Neo ou Duo? Neo. Duo. Attends, je sais, non, Duo c'est le petit, Neo c'est le grand. J'essaie de me souvenir à chaque fois, mais je me dis D est avant N, donc N est plus grand que D dans l'alphabet, tu vois, moyen mémotechnique, mais je suis quand même obligé de réfléchir à chaque fois. Donc bref, c'est con aussi de les avoir appelés aussi proches, enfin, des noms aussi proches quoi, mais bon, pourquoi pas. Nico Popiani, Neo. Oui, Neo. Mais surtout que c'est pas ancré, tu vois, iPhone tu sais que c'est un téléphone puis il y a phone dedans, et iPad tu sais que c'est une tablette. Mais Duo, Neo,
Duo, tu sais pas si c'est la tablette. Tu te dis Duo, ah, c'est la tablette, elle a 2 écrans. Ah, mais non, mais la Neo aussi, elle a 2 écrans. Du coup, tu sais plus. C'est ça. Bon, bref, en tout cas, Windows 10 X à l'origine devait sortir pour cette Neo là. Il faut savoir que Neo va être repoussé. Neo va être repoussé à 2021, sans doute à cause de la crise du Covid-19, mais ça, on n'a pas trop le choix. Mais c'est pas très grave. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a plus grave. Mais surtout, en fait, Windows 10 X, qui est une version modernisée de Windows 10, finalement, va aussi sortir pour le commun des mortels, pour les ordinateurs portables classiques. Donc c'est plutôt cool. Vous avez gagné des émoticônes pour le train de hype. Donc c'est plutôt cool en fait qu'ils sortent ça. Windows 10 X, par contre, en termes de nom, ça me fait penser quand Apple est passé sous macOS 10 avec le X aussi, tu sais. Ouais. Quand ils ont commencé, tu sais, avec les Tiger, machin, bidule truc, c'était macOS 10 en fait. Et d'où le X. Et là, ça fait Windows 10 X. Bon, chez macOS, c'est macOS 10 en fait, en vrai, comme l'iPhone 10 pour le X. Là, ça fait Windows 10 10, mais pourquoi pas. 1010. Ouais, ça, Windows 1010. C'est exactement ça. 1010 aux US. Bon, en tout cas, le vrai intérêt, en fait, c'est que on va se retrouver avec un OS modernisé, simplifié. C'est vraiment l'objectif, c'est que déjà, il soit plus léger. On a vu d'ailleurs commencer à fuiter des captures d'écran du panneau de configuration pour le Bluetooth et ce genre de choses. Ça a l'air vraiment bien fait. On se rapproche de ce qui se fait sur mobile ou sur tablette comme sur iPad, tu sais, avec un control center qui ressemble à ça. Et c'est plutôt bien parce qu'aujourd'hui on est encore sur des interfaces. Non, même sur Mac, c'est Mac. Je vais être honnête avec toi, mais à part le fait qu'ils sont en haut à droite ou d'être en bas à droite, c'est la même chose. L'icône de son reste l'icône de son. Quand tu cliques dessus, enfin c'est tout pareil. Là maintenant, on va être sur une interface qui va vraiment ressembler à ce que tu as sur mobile. Tu cliques sur une zone en bas et tu as un menu qui s'ouvre avec pourquoi pas la chanson que tu es en train de lire et tu peux faire suivant, régler ton Bluetooth et tout ça. Enfin voilà, je trouve que honnêtement l'idée est bonne pour simplifier ça. Et on se retrouvera avec un bouton démarrer qui se trouve en plein milieu de ton écran et plus en bas à gauche. Et ça, au départ, je me disais, ça fait bizarre quand même. Enfin, c'est pas très beau esthétiquement, mais en vrai, c'est hyper pratique. Parce que ta souris, elle est plus souvent au milieu de ton écran ou en bas, tu vois, enfin, dans la zone centrale, plutôt que en bas à gauche. Alors, aller chercher. 43 pouces, je sais pas. Bah oui, mais moi sur mon 38, tu vois, il faut que j'aille chercher en bas à gauche. Honnêtement, c'est pas incroyable, quoi. Donc finalement, c'est peut-être une bonne idée. Bah, un peu comme ce qu'on a sur macOS, hein. C'est-à-dire on a le dock en bas qui est centré au milieu, et je pense que c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'il est bien placé et c'est l'endroit où on a le réflexe même de regarder. On doit aller chercher dans un coin à chaque fois. Là, on l'a pile sous le regard en fait. Et moi, j'attends honnêtement cette version-là de Windows 10X ou 10.10 ou 10.10. Parce que je pense sincèrement que ça peut être un petit truc. Je pense qu'il y a des petits raffinements comme ça d'interface qui vont être sympas, et aussi la promesse d'alléger tout ça, une meilleure prise en charge du multitâche et tout. Donc pourquoi pas en tout cas, mais ça sera disponible du coup pas que pour les Néo, et c'est ça la vraie news. Ouais, non, ouais. Après, ça restera quand même plus pour les ordinateurs portables que les bureaux. Tu l'auras sur les deux à mon avis. Il n'y a pas de raison qu'ils lancent. Oui, tu devrais. Voilà. Et en plus, même tu vois, pour le desktop, quand tu as 2 écrans, utiliser Windows 10 X du coup prendra même peut-être tout son sens. Ouais. Tu vois. Donc bon, faut voir. Écoute, on verra bien, mais a priori, ça serait quand même pour cette année. De toute façon, moi, je vais changer de config pour repasser sur 2 écrans. Parce que j'en avais pris un grand en me disant, je vais tout mettre dessus, faire des fenêtres, machin. Et en fait, c'est pas du tout pratique. Enfin, moi, voilà. Et donc, du coup, je vais mettre plutôt 2.27. Oui, mais là je suis plutôt d'accord avec ce que dit Nico Poppy, hein. C'est une version simplifiée avec une interface moins bidouille, des dossiers, registres, icônes, machin. Aujourd'hui, ça manque de cohérence globale. Mon menu démarrer, il ressemble tellement à rien. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. En fait, je m'en sers pas du menu démarrer. Mais moi, je m'en sers parce que j'aime pas avoir d'icônes sur le bureau. Oui, mais moi aussi. Mais en fait, je l'ouvre et je tape le nom du programme que je veux. Je sais, moi aussi, je fais ça. Alors, je le fais pas systématiquement, mais... Je me rappelle du temps où on était sous Windows 3.11 ou 95, où on allait démarrer, programme, machin, truc, bidule, chouette, et après, mais t'en finissais pas, quoi. T'en finissais pas pour un soft. Bon, voilà, maintenant je fais plutôt comme ça. Non, mais moi je trouve que ça va dans le bon sens, cette simplification de l'interface générale. Enfin, si tu veux, maintenant, on n'a plus besoin... ça va pas être bridé comme Windows 10 S ou RT, Julien TH, pas du tout.
mais on va avoir quelque chose qui va se rapprocher de lui qu'on a sur une tablette ou sur son smartphone, lui qu'on retrouve tous les jours en fait, et qui est simple, et que, du coup, il faut quand même pas... Enfin, quand vous vous installez devant votre ordinateur, enfin moi en tout cas, quand je rencontre la moindre friction chiante, du genre une pop-up à la con, un menu qui est hyper dur à trouver ou une option qui est hyper dure à aller chercher et tout ça, franchement ça me saoule. Alors que sur mon smartphone, je le fais en 2-2, faire une capture d'écran, la partager, c'est fait en 2-2. Si sur mon ordinateur, je suis obligé de faire 50 manips, c'est ultra chiant. Ou me souvenir de 50 raccourcis clavier, c'est chiant. Donc moi je suis pour cette simplification et je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà. Ouais, après moi tu vois, je trouve que je m'en sortais mieux dans le panneau de conf des anciennes versions de Windows. Parce que t'es un vieux de la... Ouais, mais parce que je suis un vieux de la vieille. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que le panneau de conf de Windows 10, mais je cherche des trucs pendant des Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, au début, c'était le cas. Maintenant, c'est plus le cas. Tu vois, je m'y suis vraiment bien fait. Et je trouve même que la gestion du son est carrément cool. Le fait de pouvoir dire cette appli, elle joue toujours sur ce périphérique, celle-là, elle joue toujours sur celle-là. Du coup, après, quand tu fais du stream sur OBS, c'est juste hyper pratique. Donc honnêtement, là, je trouve que Microsoft va vraiment dans le bon sens en termes d'interface et d'ergonomie. Ça va dans le bon sens. C'est pas encore tip-top. Il y a encore plein de choses à améliorer. Mais on peut pas leur enlever le fait que ça aille dans le bon sens. Honnêtement, moi je trouve que ce Windows 10 est tellement efficace. Enfin, voilà. Après, il y a des problèmes. Hein. À chaque mise à jour, son lot de bugs. Tu vois, moi j'ai eu des soucis de caméra il y a encore pas très longtemps et tout ça. Tu vois, je dis pas. Ouais, moi sur la gestion du son, des fois j'ai des soucis encore. Ouais, oui, mais voilà. Mais il y a encore des bugs énervants, honnêtement. Des trucs qui se passent, tu comprends pas pourquoi. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une réussite Windows 10. Enfin, je reviendrai pas sous Windows 7 ou non, mais moi, il m'a sous 8.1 ou tu vois, enfin voilà. Il m'a même fait redécrocher du Mac. Ouais. Et aujourd'hui, je peux comprendre ça. Principal, c'est mon PC. Ouais, voilà, je peux comprendre. C'est même plus mon Mac. Alors que j'avais pas lâché mon Mac pendant 10 ans. Hein. Ben moi, mon Mac reste mon outil de création. Et le PC reste mon outil aujourd'hui en tout cas de plus de loisirs. Je fais pas beaucoup de créa à part ce que je fais sur OBS, tu vois là. Mais il n'y a pas vraiment de créa que je fais avec. Je fais du stream avec, voilà, je surfe avec. Ça m'arrive des fois de réfléchir, est-ce que je vais avoir de la retouche à faire aujourd'hui, il y a des trucs à faire. Non, mais j'allume pas mon Mac. Ça arrive que des journées entières, j'allume pas mon Mac et je fasse tout sur mon PC. Mais ça dépend. Tu vois, j'ai même installé... Le Mac aujourd'hui, il me sert quasiment qu'à alimenter mon serveur Plex, tu vois, pour te dire. Donc du coup, je travaille de plus en plus sur le PC et je suis en train de me dire, même le montage, vu que mon Mac commence à être vraiment très juste et que je suis obligé de faire des proxys dans tous les sens et tout sous Final Cut, sinon je rame. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas essayer de passer sur Premiere sur mon PC, tu vois? Ouais, je comprends. Je comprends. Donc, ouais, news suivante, mais c'est un peu dans la mouvance. Hein. On va parler de la Surface Go 2 hein, qui a été annoncée, voilà. Donc, bon, c'est un update hein, de la Surface. D'ailleurs, ils ont changé les claviers. Ils ont changé un petit peu les claviers, les couleurs, tout ça, enfin un peu comme d'hab. C'est du beau matériel. Hein. Honnêtement, c'est toujours beau. Les photos sont top. Quand tu vois la souris assortie au stylet à souris, à la pochette assortie au clavier avec trackpad et tout machin, c'est très propre. Ah oui, non, mais et c'est très très propre. Voilà, donc elles sortent avec une puce Intel Core M de 8ème génération, donc un M3 8100Y. Voilà, qui est 64% plus rapide que le précédent. Et ça, c'est pas étonnant, parce que le précédent, en fait, on était sur les fameux Pentium Gold, qui en fait sont des Celeron, hein, quasiment les mêmes processeurs qu'on trouve dans des NAS, quoi. Donc honnêtement, c'est assez ridicule en termes de perf. Il y a quand même encore une version de base qui sort avec ce Celeron, donc vous faites pas avoir. Donc la Surface Go 2, il y a plusieurs versions. Vous avez la version Wi-Fi qui commence à 459 et la version 4G à 829 quand même. Hein. La version un sacré gap, ouais. Ça fait un sacré gap. Donc la tablette démarre à même $399 aux États-Unis. Hein. Vous avez 4 Go de RAM pour ce prix-là et de la eMMC 64 Go, donc c'est pas ouf. Et vous avez donc une version M3 qui a 8 Go de RAM et un SSD cette fois, 228 Go qui elle est à $629. Voilà. Et vous avez donc une version intermédiaire qui, elle, est propulsée par du Pentium Gold, qui a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, et qui, elle, est à $549, en fait. Elle est vraiment entre les deux. En gros, elle a le stockage et la RAM du plus gros,
mais elle a le processeur du plus petit. Donc bon, ça dépend du budget que vous avez, mais honnêtement, si vous devez prendre cette tablette, prenez plutôt le Core M3. Oubliez les autres versions. Voilà. Ouais, honnêtement, ouais. Voilà, c'est vraiment ça. On a aussi le Surface Book 3 qui a été annoncé. Surface Book 3, donc Surface Book, c'est cet ordinateur avec ce look un peu spécial. Comme tu es gentil. Non, moi, je le trouve pas si vilain. J'ai un consultant qu'en avait un il y a pas longtemps. Ouais, un truc qui est particulier. Ouais. En fait, il a une charnière avec un muscle électronique, comme disait Panos Panay. Ouais, c'est ça. Qui nous disait ça. Où en gros, l'idée, c'est quand vous mettez la tablette, la connectique se fait électriquement, en fait. Enfin, il y a une espèce de mécanisme électrique qui maintient la tablette accrochée au clavier. Donc, il faut savoir que la tablette dispose d'un refroidissement qui n'est pas passif. D'ailleurs, on le voit, elle est légèrement ouverte à l'arrière. Mais l'intérêt, c'est que dans le clavier, vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez une carte graphique, vous retrouvez de la batterie. En gros, c'est un super dock. Et il y a une particularité, si tu regardes, les touches du clavier dépassent du châssis. C'est-à-dire que d'habitude, c'est toujours creusé, puis on a les touches. Et là, elles dépassent. Alors, ça a toujours été le cas, en fait, sur les Surface Book, mais je souligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on le ferme, il y a un espace, en fait, lié à cette charnière un peu particulière. Vous avez un espace, en fait, qui se crée. Et donc, il y a un vide, en fait. Donc, du coup, l'écran ne touche pas le clavier. Et c'est pour ça que le clavier peut ressortir. Comme sur le Galaxy Fold. Non, bête. Pas vraiment comme le Galaxy Fold. L'intérêt, c'est que vous avez un Surface Dock 2 aussi, qui a été annoncé, qui permet de connecter tout un tas de choses dessus, comme par exemple 2 écrans jusqu'en 4K en 60 Hz. Donc voilà, vous avez tout un tas de connectiques dessus. C'est pas mal le principe de ce Surface Dock. Le Surface Book 3, donc en version 13 pouces, démarre à 1800 € pour 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage et 100 GPU dédiés. Donc voilà, et si vous voulez la version 15 pouces, c'est 2600 €. Voilà. Notez que vous pouvez le configurer donc tout ça avec un GPU qui est plutôt sympa, donc un GPU dédié qui est de la GTX 1600. Alors en fait, vous avez de la GTX 1650, vous avez de la GTX 1660 Ti, mais vous avez aussi en GPU, vous avez aussi un Quadro RTX 3000. Donc il y a plein d'options. D'accord, il y a plein d'options en fait pour gérer tout ça. Il y a un chargeur quand même de 127 watts pour le modèle 15 pouces. C'est-à-dire que vous êtes presque face à un ordinateur fixe, mais portable. En termes de puissance, c'est assez costaud et quand même autonomie record de 17,5 heures. Ouais, alors pas avec le pros graphique, machin et tout ça, mais c'est assez incroyable. Donc il prend en charge le Power Delivery 3, il y a un lecteur de SD, le truc classique, Thunderbolt 3. Thunderbolt 3, ils avaient dit qu'ils ne l'intégrerait pas parce que pour des problèmes de sécurité, et finalement il est là. Faut savoir quand même qu'il a un gros avantage par rapport à un MacBook Pro, c'est que les MacBook Pro ont des caméras HD en 720p en façade, mais là on a droit à du 1080p en 60 fps, donc vous pouvez streamer avec si vous voulez. Et vous pouvez monter jusqu'à 32 Go de RAM et un SSD de 2 Tera. Donc c'est plutôt propre. M. Azerty qui s'est abonné avec son Twitch Prime, merci à toi. Si vous avez gagné au loto. Voilà. Parce que si tu prends toutes les options, je pense que là t'es bien. Ouais, et en plus c'est un SSD PCIe2 2280 avec des débits apparemment incroyables. Et Wi-Fi 6. Donc on est pas mal. Toujours l'écran Pixel Sense. Le dock n'est pas donné non plus. Non. Non. L'écran a une résolution de 3240 par 2160. Enfin, c'est. Ouais, Thunderbolt 3. Ouais. Donc c'est assez costaud. C'est ce que j'ai sur mon 43 pouces. Bon, il existe chez la concurrence. Si vous cherchez la puissance graphique à tout prix, vous pouvez trouver des ordinateurs gamers, entre autres chez Razer, pour moins cher avec de la RTX 2600 dedans et des écrans 144 Hz. Donc si c'est pour du jeu, oubliez ça. Par contre, c'est aussi. Voilà, mais après, vous payez aussi le design innovant, différent, l'aspect tablette qui se détache, enfin voilà. Alors après, j'ai pas testé celui-là, j'ai testé la version précédente. Oui. C'est quand même assez bluffant. La charnière, elle est hyper bien faite.
Le coup de ah oui, le fait que ça se Ah ouais. coude là, le mécanisme dedans est incroyable. Et ça tient. Quand tu plugs des plugs, ça tient super bien. Et puis ça se fait tout seul. Et puis le côté, tu as un vrai laptop, mais si tu veux, tu as une tablette. C'est hyper intéressant. Voilà, le problème, c'est que, tu vois, moi, j'attends Windows 10 X sur ce type de machine. Parce qu'aujourd'hui, Windows 10 sur ces machines-là en version tablette, l'interface est vraiment merdique, quoi. Non, mais en plus, imagine ce que tu vas pouvoir gagner en autonomie, puisqu'il sera optimisé à bloc. Bien sûr. Windows 10 X avec une interface qui est faite pour ça, ben, top, quoi. Là, il manque juste ça. Mais bon, c'est pas mal. Et on va terminer avec la dernière annonce Microsoft, qui sont les Surface Headphones 2. Donc, il y avait déjà eu un effet waouh sur les premiers Surface Headphones. Ouais, mais pour une raison simple. Ouais, mais pour une raison simple, c'est que déjà même la mousse prenait la forme de ton oreille quand tu le mettais sur l'oreille, et vous aviez une molette qui vous permettait de régler jusqu'à 4 niveaux de réduction de bruit, parce qu'il y a une réduction de bruit active. Donc ils étaient hyper confortables et vous permettaient de régler ça. Et en gros, vous pouvez diminuer le son des gens autour de vous. Parce que c'est ça, tu vois, du bruit de l'avion, du bruit de... Enfin voilà, la réduction de bruit, quoi. Ben, cette fois-ci, il y a quand même 13 niveaux d'intensité de réduction de bruit active et non plus 4. Donc chacun peut trouver son isolation souhaitée. Une batterie qui permet de tenir jusqu'à 20 heures. Et surtout, 5 minutes de charge permettent de profiter d'une heure d'écoute. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé. Voilà. Les oreillettes sont prévues pour pivoter à 180 degrés aussi, pour pouvoir être mises facilement autour du cou. Hop, je vous remontre. Vous voyez, ça pivote... ça pivote en fait à 180 degrés. Et 280 € prix TTC. Ouais. Voilà. Honnêtement, c'est le prix quand ils lancent ce type de produit. C'est rigolo parce que cette fois-ci, elles ont la couleur de la Surface Pro X, la petite fine sous ARM. Noir, puisque le précédent était gris. Et d'ailleurs, je le trouvais assez joli en gris. Il allait être avec tous les accessoires gris des Surfaces. Il y avait du blanc aussi. Peut-être qu'il y avait blanc aussi, ouais. Et là, il le présente en noir en tout cas. Alors, il y a peut-être d'autres coloris sur le Headphones 2. Où il y en aura Après, il faut juste voir si effectivement ils ont appris de leurs erreurs. Il y avait des gros problèmes sur les mousses qui finissaient par se désagréger et c'était assez compliqué à changer. C'est dommage parce que c'était un des gros atouts du truc. Ouais, et il y avait aussi un problème sur l'arceau. Il y a Franck Extanasier qui en a un et qu'on a parlé dans je ne sais plus quel podcast. Enfin un des podcasts Blueprint, et en fait il disait que il avait carrément la couche de cuir qui était sur l'arceau qui se décollait complètement, dommage. Qui se délitait, qui se décollait, et ça c'est pas remplaçable. Et à ce prix-là, c'est pas tolérable. À ce prix-là, et alors que le truc n'avait qu'un an, même s'il l'a beaucoup utilisé, non. C'était un peu limite, quoi. Ça pour moi, ça n'est pas acceptable en fait. Voilà, ça c'est clairement à plus de 200 € un casque cassé d'épaule. On a eu aussi un casque en mouton, en cuir de mouton de Nouvelle-Zélande retourné. Cuir de mouton de Nouvelle-Zélande retourné. Il était bien, n'empêche, il était bien. Le son était... Power Wilkins, c'était pas mal en termes de son, coloration sonore. Mais oui, c'était un très bon casque. Il était hyper confortable, c'était impressionnant. On va rester dans le son, on va parler de Huawei qui sort ses FreeBuds 3i. Alors il y a aussi Honor, je crois qu'il y en a sorti aujourd'hui, mais j'ai retenu cela parce que forcément Huawei c'était un grand constructeur qui est sous les feux de l'actualité. Huawei. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ils ont lancé leurs écouteurs. Leur AirPods Pro. Non, on va pas dire ça. Mais leurs écouteurs qui ont une particularité quand même. C'est qu'ils ont la réduction de bruit active. Voilà. Alors, toute ressemblance avec un produit... Non, je plaisante, il y en a plein qui font la réduction de bruit active. Un produit designé en Californie ne serait Non, mais c'est pas vrai. Attends, il y a rien qui ressemble plus à un écouteur qu'à un autre écouteur. Faut pas se leurrer. Non, mais oui. Après, il y a quand même le petit liseré... le petit liseré métal au fond. Enfin, tu vois, il y a quand même quelques similitudes. Mais bon, après, ça marche, c'est prouvé. Ok, c'est le jeu. Bon, voilà. C'est du Bluetooth V5. Voilà, donc plutôt sympa. Ouais, et il a une particularité justement. Alors bon, il se recharge en USB-C, mais il a une particularité aussi, c'est que lorsque vous ouvrez le boîtier, il va automatiquement, ouvrir une pop-up sur ton smartphone. Alors c'est que pour les smartphones qui font tourner EMUI 10. Supérieur, parce qu'ils intègrent en fait cet appairage facile. C'est un truc qui est intégré.
Comme Apple le fait avec les AirPods. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement aussi comme le fait maintenant Google dans les dernières versions de l'OS avec cette pop-up d'appairage facile, y compris avec les Pixel Buds. Donc bon, c'est dans l'air du temps. Mais voilà, et surtout il devrait sortir à un prix raisonnable. On n'a pas encore le prix des FreeBuds 3i, mais ça devrait surtout être moins cher que ce qu'on a chez Apple par exemple, ou d'autres, ou Sony. Hein. On va parler voiture, viteuf. Juste pour dire que les commandes de l'ID3 First Edition, ça sera à partir du 17 juin 2020. C'est pas les livraisons. Hein. Donc voilà. Mais après, les livraisons, ça sera courant de l'été quand même. Fin de l'été sans doute. Voilà. Donc si vous avez... vous allez pouvoir pré-réserver tout ça et passer commande. Du coup, enfin plutôt ceux qui avaient pré-réservé la voiture vont pouvoir passer commande le 17 juin. Elle sera livrée le courant de l'été. Donc il y aura 3 versions de batterie, 45, 58 et 77 kWh, pour des autonomies qui vont de 330 à 550 km. Voilà. Il suffisait d'être patient, mais c'est parti. Ça fait partie des voitures électriques qui sont assez attendues, parce que c'est déjà ça va être la première de cette génération-là, de cette plateforme-là chez Volkswagen. Et ils en attendent beaucoup. Rappelez-vous, hein, ils avaient fait les vidéos démo avec des lidars qui sortaient du toit pour le pilote auto, machin et tout. Finalement, on l'a pas. Alors, les prix, très chers. Hein. Michael, c'est très très cher. On aura les prix définitifs que le 17 juin, mais ne t'attends pas à quelque chose en dessous de 50 000 € pour des versions suffisantes. Voilà. Livraison en même temps que les Cybertruck ou... Non, je ne sais pas. Xiaomi, on passe vite fait aussi. Bon, Xiaomi, il y a eu plein de soucis ce week-end avec eux, hein, sur des histoires de confidentialité. Voilà, mais on va pas parler de ça. On va parler plutôt de sa caméra sous écran pour 2021. Donc, ça ne sera pas sur les smartphones cette année, mais ça sera l'année prochaine. On va se retrouver avec voilà, des caméras qui vont être planquées sous écran chez Xiaomi. Dans un coin où en gros on aura une partie de l'écran qui va s'éteindre pour laisser passer la lumière pour le capteur photo en façade, sachant que les capteurs photo de façade n'ont pas besoin d'être d'excellente qualité, c'est pour faire du selfie vite fait ou de la vidéoconférence, voilà quoi. Mais on va commencer peut-être à enfin les voir sur le marché, parce qu'aujourd'hui on voit que des protos, que des intentions, voilà. On a vu quelques protos. Il y a eu un proof of concept qu'on a vu il y a quelques mois où effectivement il y avait une partie de l'écran qui s'éteignait, mais on n'avait pas grand chose de concret. Donc, ok. À voir. Je pense que c'est une des meilleures idées. Pas besoin d'écran percé. Exactement. On va éviter les trucs disgracieux en haut des téléphones. Les notches et autres. Voilà. Honnêtement, je pense que c'est une solution qui est plutôt bonne. Et on va terminer avec une news Apple, puisqu'on en parle à travers les autres, mais voilà. La WWDC, c'est le 22 juin. Exactement. Et voilà. Ce qui veut dire une nouvelle bêta d'iOS en suivant. En suivant, donc iOS 14. Même s'il y a des choses qui commencent à leaker sévère. Mais... Qui commence, pardon, à leaker. Ah ouais, t'as vu des trucs sur iOS 14? Moi, j'ai pas trop regardé, je t'avoue. Il y a quelques trucs qui leak. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, donc j'en parle pas. Au pire, on en parlera à la prochaine. Oui, c'est ça. Et Android 11 le 3 juin, tout à fait. Exactement. Donc bon, voilà. WWDC, donc la conf Apple. Pas de keynote annoncée encore, mais normalement, il devrait y avoir un keynote d'ouverture par Tim Cook. Bon, voilà. Après, ça risque d'être que du refresh de certaines choses. Et non, mais après, tu sais, ça va être surtout les annonces autour du logiciel, hein, donc comme d'hab. Mais c'est assez important, hein. Honnêtement, ce sont des confs qui sont importantes. C'est assez intéressant. Hein. Et il y a souvent des One More Thing ou du matériel annoncé, genre du refresh d'Apple TV, au moins, des petits trucs en fait. Voilà, souvent des petits trucs comme ça. Normalement, on devrait avoir une annonce Apple Watch. Hein. En général, c'est à ce moment-là aussi. Ouais. Donc on va en savoir un peu plus sur le futur de WatchOS. On verra. On verra. En tout cas, ça tombe normalement dans cette zone-là. On a terminé avec les news cette semaine. Pas de dossier cette semaine, parce qu'on est des feignants. Mais on a fait une sélection de la semaine quand même. On va parler d'un produit. Un produit incroyable. Incredible. Le Nvidia Shield 2019 Tube. Ouais, il y en a deux en fait du coup. Eh oui. Ouais, donc qu'est-ce que c'est cette version Tube?
Kexeti, bah c'est ça, regarde. Hop là, hop, Ouah, je leur c'est montre. beau. Direct la tube. C'est laquelle la télécommande? Et c'est le... Je plaisante. Ça, il y a marqué Netflix. Ok. Donc ouais, c'est en gros un refresh de la Shield avec 2 versions cette fois. Donc cette version qui est en mode tube, qui est la version, on va dire, light, et il y a toujours la version pro qui garde l'ancien form factor, mais qui a un certain nombre d'upgrades à 3 Go de RAM. On est sur le même Tegra. Voilà. Donc 2 utilisations un peu différentes. On en parlera un petit peu à la fin. Donc là, tu le vois, hein, on est sur un tube basique. C'est ça. Voilà, petit logo Nvidia, c'est tout. En fait, l'idée, c'est que c'est un objet que tu n'exposes pas du tout. Moi, il est derrière ma télé. Et pourquoi? Parce que tu peux même pas le poser, en fait. Bon, ça Parce que si tu passes les photos d'après, regarde. Ouais, d'un côté, tu as le RJ45 et l'alimentation. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc très très con. C'est que si elle est alimentée, tu peux plugger un RJ45. Mais si jamais tu as besoin de ton câble, eh ben, tu peux pas l'enlever. Il faut débrancher. Oui, parce que oui, je vois dans quel sens ils ont mis le clips, ouais. Voilà, tu vois, à cause du clip dans ce sens-là. Bon, bref, ça c'est pour l'anecdote. Ouais. Et de l'autre côté, tu as ton port HDMI avec une petite fente en dessous là. Ouais. C'est pour mettre une carte micro SD. Ok, et le truc au-dessus, c'est quoi? C'est un bouton? Le truc au-dessus, c'est un bouton de reset factor et de synchronisation Bluetooth pour les périphériques. Ok. Voilà. La différence avec la Pro, c'est que par exemple, celle-là, elle est limitée aux applications 32 bits. Même si tout à l'heure, en partant dans le Play Store, j'ai vu lister des applications 64. Donc du coup, Ok. Bon. En théorie, c'est du 32 bits. Voilà. Okay. Et la télécommande... Ouais, la télécommande est Bluetooth par contre. Ouais, Bluetooth 5. Ouais, mais en fait, en gros, c'est un truc où tu as l'HDMI qui va vers ta télé d'un côté et l'alimentation et l'Ethernet qui vont à ton mur, mais c'est en gros, c'est un truc dans le prolongement de ton câble, quoi. En fait, c'est une rallonge. C'est ce qu'ils veulent, c'est que ça se confonde dans les câbles et en fait, c'est un objet dont tu ne t'occupes pas. Ouais, c'est ça. Il est branché. Le seul truc dont tu t'occupes, c'est la télécommande. Mais la Shield, bah, tu viens chez moi, elle est dans les câbles et ouais, tu verras, moi, la mienne, elle est dans le meuble et je la vois jamais. Hein. Ouais, pourtant, j'ai la première Shield, moi. Enfin, non, j'ai le refresh, j'ai la toute petite. Ah, la petite, ok. Voilà, c'est celle entre les deux. Donc, strict minimum, ALIM, HDMI, port micro SD, RJ45. Rien d'autre. Okay. Donc, du coup, pas de port USB. Si tu veux jouer, c'est manette Bluetooth, forcément. Ouais. Voilà. Elle a 2 Go de RAM. La télécommande a quand même de l'infrarouge pour piloter la télé, ce genre de truc, ou les barres de son? Alors, pour piloter ta barre de son, ça passe par le HDMI CEC. Ah, ok, obligatoirement. Donc, moi, je pilote ma barre de son. Alors, juste volume plus, volume moins. Hein, oui, mais je pilote la barre de son directement depuis la télécommande de la Shield. En passant par l'HDMI CEC. La nouvelle télécommande, on peut en parler. Donc, elle est là. Elle est plutôt sympa, elle est facile à utiliser. Bon, il n'y a pas de clavier intégré, etc. Hein. On est vraiment sur du basique, mais elle est vraiment hyper réactive. Il y a un petit rétroéclairage qui est agréable, mais qui est léger, donc tout va bien. Moi, ce qui m'embête, c'est ça. En fait, si vous voyez, donc là, il y a 2 piles AAA, hein, voilà, et il y a en fait le capot. Moi, les gamins ont fait tomber la télécommande une bonne dizaine de fois. Et il fait que sauter. Ouais. Et en fait, maintenant, il fait que sauter. Mais à peine tu le touches, il saute. Donc, c'est assez fragile. Et pour moi, c'est un, voilà, c'est un peu le hic. Alors après, la précédente, la télécommande se chargeait. Pas de pile dedans, si je dis pas de bêtises. Ou alors, c'était une pile bouton, peut-être. Ah, peut-être. Je sais pas. Non, elle a un. Il faut savoir que moi, à la base, je suis quand même très pro Apple TV. Et là, j'ai toujours elle a un chargeur USB, je dis une bêtise, parce que je l'ai, moi, la télécommande. Mais elle a une batterie intégrée, alors que là, c'est des piles. Alors, ceci dit, je l'ai depuis 3 mois, 4 mois. 2 piles boutons, me dit Scalen. Ah, c'est des piles boutons. Mais pourtant, il y a... alors... C'est dans la Pro. La première, c'est batterie sur la télécommande. Ouais, mais moi, il me semble que la mienne aussi, hein. J'ai pas la nouvelle télécommande, moi, je crois que j'ai l'ancienne. C'est la manette qui a une batterie. Ah, je sais plus. Bon, enfin bref. La manette. Ah, peut-être, ouais. Au niveau du pros, on est sur du Nvidia Tegra X1 Plus en 16 nano. Du coup, t'as quand même de la patate et ça chauffe pas. C'était du 20 nano hein, pour la version que tu as, toi. Ouais. Et du coup, ben, c'est fanless et ça chauffe pas, quoi.
Enfin, ça chauffe très très peu. En fait, c'est une Switch intégrée dans un tube. C'est les mêmes pros, à peu de choses près. La Switch. Sauf que la Switch, c'est du 20. Et là, c'est du 16. La Switch, c'est du 20 sur la première, mais je crois que sur la nouvelle, c'est du 20 sur la première, et sur la nouvelle, c'est du 16. Ouais, moi, sur la mienne, c'est une 16. Ouais, moi aussi. Parce que je l'ai acheté en novembre, je crois. Ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, au niveau de l'usage, moi, je trouve que c'est une super box pour tout ce qui est streaming. Alors, franchement, donc Netflix, Prime, Disney+, etc., même en 4K, alors, quand ma connexion veut bien, mais ça passe crème. Tout ce qui est Plex, il y a des petits hicks, mais on va en parler. Il y a des petits hicks, c'est sur les codecs du son. C'est-à-dire que, ouais, alors, t'as aucun mal sur ton serveur Plex, si tu es en direct, t'as aucun mal à lire en direct un film en 4K, HDR, aucun souci. Ça passe nickel. Le seul problème, c'est qu'il y a des codecs qui pourtant sont notés comme supportés chez Nvidia et qui en fait ne le sont pas. Sur du Dolby Atmos True HD de la mort qui tue que tu trouves des fois sur internet quand tu as la flemme de ripper ton propre DVD ou ton propre Blu-ray, tu vois. Et quand tu filmes tes vacances en Dolby Atmos aussi. Voilà. Et quand tu filmes tes vacances en Dolby Atmos, et du coup, des fois tu te retrouves avec ton serveur qui doit transcoder. Et là, c'est compliqué parce que si quand tu transcodes du 4K HDR+ avec du Dolby Atmos, ton serveur Plex, tu le fous à la ramasse. Et pour le coup, c'est parce que la Shield ne sait pas le lire en direct. D'accord, ok. Donc, tu es obligé d'avoir du coup ton NAS en serveur. Moi, j'ai oublié. J'ai remis le serveur Plex sur mon PC. Qui a un Core i5 et qui est capable d'envoyer un peu plus de bois. Donc ça, c'est vraiment pour moi c'est étonnant parce que tu vois, moi j'ai pas ce souci, je rencontre jamais ce souci-là. Mais je l'ai pas sur l'Apple TV par exemple. Non, mais je l'ai pas sur Apple TV, mais je l'ai pas non plus sur ma Shield. Et j'ai la version d'avant, tu vois. Donc il y a peut-être après peut-être ça dépend des fichiers, je pense. Peut-être du NAS. Moi après j'ai un Intel Celeron dans mon NAS. Oui, mais moi aussi. Mais là du coup maintenant le NAS ne fait plus qu'héberger les fichiers et tout est en... Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, si tu t'en sers comme serveur, Ridge, tu peux pas. Voilà, on va en parler après. Voilà, donc du coup, pour le streaming et tout, c'est une super box. Et franchement, pour moi, elle est largement équivalente à l'Apple TV. Et crois-moi, que moi je te dise ça, c'est une bonne machine. Oui. Parce que j'adore mon Apple TV. Mais dans le salon, c'est la Shield. Moi aussi. Et toute la famille est convaincue. Et on est passé par différents trucs. On est passé par le Chromecast, le Nexus, machin. Le Nexus Player. On est passé par la Fire TV d'Amazon, etc. On a eu que des merdes. Depuis qu'on a la Shield, franchement, il y a tout qui passe, c'est nickel. Sur un autre gros point fort, c'est l'upscale. L'upscale est super. Personne n'a eu le Nexus Q Hydrolux, personne. Non, personne. Tout ce qui est en 1080p est upscalé en 4K et c'est bluffant, mais vraiment bluffant. L'algorithme d'IA fait hyper bien son boulot. Ça, tu vois, je crois que je l'ai pas, ça, justement, sur ma Shield. Toi, tu l'as pas. Et ça conserve la fluidité, c'est vraiment bluffant. Sauf pour un truc, c'est les jeux. C'est-à-dire que si tu passes sur le Nvidia Game machin, ou si tu streames du jeu de GeForce PC vers ta Shield avec du GeForce Now, ça a tendance à flouter un peu les menus. Je vois, les polices. Et quand tu es à plus de 30 FPS, ça a tendance à flouter un petit peu certaines actions vraiment rapides. Donc, je vous conseille de désactiver l'IA sur le streaming. L'upscale IA sur le streaming de jeu. Ok. Voilà. Après, par rapport à la Pro, pour finir, parce qu'après, je sais qu'il y a Charlie qui veut. Oui, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On va pas pouvoir faire de Plex server. Voilà. C'est dommage. La Plex server, elle peut pas. Déjà parce que, alors, tu vas pouvoir aller dans les paramètres et créer des lecteurs réseau et du coup voir ton NAS comme si c'était un lecteur intégré à la Shield. Ouais. Pour ce qui est de se monter, par exemple, un RetroArch pour faire du rétro gaming, etc. Si tu peux te mettre des manettes Bluetooth, bon, ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, tu pourras même pas installer la partie Plex Server. Voilà. Ah oui, carrément. C'est moins facile, tu feras moins de bricolage avec. Elle est vraiment plus dédiée streaming. Voilà.
D'accord, ok. Elle est très bien dans cet usage-là. Si tu veux aller un peu plus loin, même moi, tu vois, pour du RetroArch, si tu veux te mettre une manette USB ou utiliser un Stockage adaptateur dedans, pour... tu m'as dit que c'était quoi? Tu sais pas? Il y a... Stockage, il y a 6 Go, je crois, 8 Go. Ah oui, c'est 8 peu. Go. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu stockes tes applis, mais dès que tu veux stocker un petit peu d'autres choses, bah, c'est sur une carte SD. On sait que sur la carte SD, Ouais, la micro vitesse, SD, c'est pas ouf, hein. la vitesse va pas être ouf, sauf dépenser une blinde et Ouais, et encore que même même... Ouais, et le même... lecteur va être suffisant. hmm. Donc voilà, pour moi, si vous voulez faire un usage Plex Server et même faire du rétro gaming et essayer d'aller un peu plus loin, partez plutôt sur la Pro. Ok. Mais bon, il y a 100 balles d'écart quoi, entre les deux. Celle-là, elle est à 150. La Pro, elle est à 250. Pas mal. Voilà. 150, pas mal. Pas mal. Effectivement, la pro est tendante si on veut avoir le serveur, mais si on n'a pas cette utilité, autant rester sur celle-ci. Hein, Ouais, moi tu sincèrement. vois, RetroArch, je m'en suis installé un. Bon, sur mon PC, je verrai si je fais un PC dédié, peut-être plus Ouais. tard que je monte un serveur top. Ce qui est intéressant Mais aussi, c'est que les. il en a un sur sa Shield. Il a Oui, l'ancienne oui, génération en version pro, oui. et ça marche plutôt pas mal. Mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que les shields, en plus, ont la particularité, on en a parlé ce matin dans la matinale, pas que les shields, hein, d'ailleurs, toutes les Android TV, qui bientôt s'appelleront peut-être Google TV, vont redisposer du Chromecast audio. Donc, si vous voulez faire du multi-room avec un Google Home ou autre, vous pouvez, en fait. C'est ça l'intérêt. Il va être reconnu comme une enceinte. Là, pour l'instant, c'est compatible Chromecast 4K. Ouais, et Spotify Connect aussi. Et Spotify Connect. Ouais. Voilà. Après, tout ce qui est Molotov et tout dessus, c'est top. Hein. Moi, je regarde bien, Molotov et tout, ça marche ouais. vraiment. Ouais, j'ai pas de doute, hein, ça marche très bien. Et même tu vois, sur du différé. C'est-à-dire que si tu mets pause, etc., bon, tu as quand même suffisamment de stockage et c'est suffisamment performant en interne pour que tu puisses différer un petit peu. Alors, du coup, tu peux pas le faire à vitam aeternam. Puisque non, bien sûr que non, mais c'est plus que correct. Voilà. Hein. Et après, l'interface est suffisamment bien faite. Alors, c'est du Android 9, hein, c'est pas du 10. Oui. En fait, il y a une version de décalage à chaque fois. Ça fait longtemps. C'est hein, du 9 et du Android TV 8.8.1, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, ouais, l'interface a une. En fait, il y a, un hommage pour l'interface et un hommage pour le corps du système qui sont différents. Mais c'est une génération avant celle du smartphone, en fait, normalement. Donc là, on va arriver à la 11. Normalement, on devrait avoir la version 10 qui démarre. Oui, je pense qu'ils doivent travailler dessus. Après, honnêtement, elle est vraiment. Ouais, le Nvidia Experience qu'ils mettent dessus, la fameuse interface, c'est la même chez tous. Hein. Si vous achetez une Xiaomi TV machin, c'est la même. Hein. Simplement, le Nvidia Experience, il rajoute des réglages spécifiques à la Shield, la gestion de périphériques spécifiques à la Shield et ce genre de choses. En gros, il y a une mini surcouche. Ouais, il y a une mini surcouche, mais c'est bien fait. Et non, c'est léger. C'est comme si vous achetez un téléphone OnePlus, vous avez une mini surcouche. Par rapport à Android de base, mais qui est hyper bien intégré, donc ça se voit pas en fait. Et si tu veux, c'est pas un menu qui est complètement différent du reste. Il s'est vraiment intégré dans l'OS. Non. Donc, voilà. Mais voilà, tu vois, j'ai pas de lag dans les menus. Ah non, ça marche très très bien. Mais là, ils ont compris un truc chez Nvidia sur ça, c'est que dans l'expérience salon, tu ne peux pas laisser place à cette mauvaise expérience-là. En face, tu as Madame Michu qui va appuyer 10 fois sur le bouton, ça va pas marcher, ça va quitter le menu, enfin, c'est pas possible en fait. Ça n'est pas possible. Alors, sur celle-là, sur la Shield, je trouve qu'ils sont dans la même philosophie qu'Apple, c'est-à-dire on a une télécommande simple, facile à utiliser, une interface simple, facile à utiliser. Ouais, la télécommande a l'air quand même mieux que celle. Moi, j'avais celle-ci avec le truc tactile au milieu pour régler le son, c'était une catastrophe ce truc. Ah non, mais celle-là, franchement, celle-là, elle est, à part le côté un peu fragile, et faites attention si vous avez des gosses. J'ai regardé, mais ils vendent plus là, tu sais, les trucs qu'on avait quand on était gamin, là, qu'on mettait autour de la télécommande, les trucs héliconis. Oui, t'avais la pub où le mec il essaie de tomber du canapé. Faudrait que je fasse un truc imprimé en 3D, mais bon. Ah, mais ça doit exister, tu vois, le triangle que tu mets au bout, en plus ça tiendrait ta coque. Ouais. Je suis sûr que ça existe. Ah, oui, c'est vrai, même juste modéliser deux triangles. Deux triangles que tu mets au bout, ça le tiendrait. Voilà. Pas con, je vais le faire. Tiens. Ma Shield, j'ai dû l'ouvrir pour nettoyage et pas de thermique, elle a revécu, dit Scalen. Ah oui, il faut pas oublier ça. Hein. C'est que surtout si vous les utilisez en serveur. Oui, mais si vous les utilisez en serveur. En serveur Plex, faut pas hésiter, quand elle est plus sous garantie, à l'ouvrir et changer la pâte thermique. Vous la nettoyez, vous enlevez la pâte thermique et vous la remplacez.
parce que elle va revivre en fait, hein. Parce que ces processeurs-là font énormément de throttling, c'est-à-dire dès qu'ils atteignent une température critique, ils se mettent à se dégrader pour éviter d'abîmer physiquement le processeur. Donc voilà. La minute Thermal Grizzly. Non, j'ai pas parlé de Thermal Grizzly, mais je vous recommande évidemment la pâte thermique Thermal Grizzly. Je devrais être payé à chaque fois que je le dis. Mais sincèrement, elle est terrible. Elle est terrible cette pâte thermique. Il y en a une qui est liquide, qui est en métal liquide. Mais justement, c'est celle. Oui, mais le problème du métal liquide, c'est que c'est conducteur. Et qu'en plus, ça supporte mal les températures inférieures à 15 degrés. Parce que ça redevient solide. Donc c'est des usages très spécifiques. Et si t'en mets trop, tu flingues ton pros. Voilà. Mais là, moi, ce que je vous recommande, c'est clairement la Thermal Grizzly, elle est top. Ils en font en métal liquide, mais pas la métal liquide, l'autre. Elle a un taux de conduction qui est 4 fois plus élevé que des pâtes thermiques déjà de très bonne qualité qu'on trouve sur le marché. Il n'y a pas mieux que ça en fait. Elle est à 12,5 quand les autres sont plutôt à 3 ou 4 en taux de conductivité. Le métal liquide c'est 75 à titre de comparaison. Voilà. Mais encore une fois, le faites pas. La cryonote, c'est ça, c'est la cryonote. Et pas la conductonote, parce que celle où je crois que c'est conductonote qu'elle s'appelle, surtout pas celle-là. Mais honnêtement, moi ça a tout changé. Sur mon ordinateur, ça a tout changé. Là, je suis en train de streamer et mon pros... Attends, je vais attendre parce que tu sais, j'ai un écran OLED dans ma tour qui m'indique 58 degrés. Enfin, voilà. Et il est ultra silencieux, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, moi, la tour, elle souffle un peu, là. Mais et moi, ça a fait revivre ma carte graphique, hein. Honnêtement. Oui. Je montais à 95 degrés dans Overwatch, maintenant j'atteins les 82 en ultra, en 4K sur mon écran, quoi. Donc, et moi, rien que de nettoyer la carte. Alors moi, j'ai une vieille 660 Ti. J'ai juste nettoyé la carte. J'ai même pas encore changé la pâte thermique, mais j'ai juste tout nettoyé, enlevé toute la poussière, etc. Ouais. Je suis passé de 98 degrés à 60. Bah oui. Et ça change tout parce que du coup, t'as plus de throttling et vous retrouvez les performances d'avant. C'est hyper important. Profitez-en, c'est le confinement. Vous avez un week-end de 3 jours, vous savez pas quoi faire. Faites-moi plaisir, nettoyez votre ordinateur. Vos appareils électroniques et envoyez-nous des photos sur le Slack pour les gens qui sont sur le Slack. Bien dégueulasse. Des photos, non, avant-après. Faites un avant-après. J'avais 50 poussières dans la 660 Ti. Je te jure que quand je les ai... Oh putain, c'était horrible. Oui. Donc, c'était Bagdad. Faites-le. Et justement, envoyez-nous vos photos sur Twitter aussi, @Cédric Bonnet et @Stéphane. Professionnalisme. Exactement. Et si vous voulez nous les envoyer sur le Slack, tipeee.com/STDRenegade ou Twitch Prime pour bénéficier d'un accès au Slack. Vous êtes plein à avoir renouvelé votre Twitch Prime. Et ça change tout. Ah oui, c'est vrai que Captain Hug l'a fait. Il a nettoyé et ça a changé sa vie. Ouais, c'est juste fou. Et j'ai énormément de pâte thermique d'ailleurs. Je te la prêterai si tu veux, Hugues, si tu veux en mettre sur ton ordi. Mais ça change tout. Et honnêtement, je pense que même, tu vois, bon, le PC de la Riche, je n'ai pas vraiment besoin, mais voilà. C'est dire que c'est silencieux, le RTX est activé. Mais je veux le désactiver si tu veux. De quoi ? Elle a combien celle que tu as fait ? Je crois que c'est les 5 grammes sont à 20 et quelques euros, 25 euros, je crois. Okay. Mais après, tu peux trouver 1 gramme pour 7 euros et tu fais ton pros, ta carte graphique et tout ça. Hein. Tu peux trouver 1 gramme pour 7 euros. Voilà. Donc, c'est assez facile. Après, tu as encore le modèle au-dessus, c'est 50 et quelques euros, je crois, et tu as 1 kilo de pâte. Enfin, j'exagère, mais. C'est pour les mecs qui assemblent. C'est ça. On peut le mettre sous les aisselles. Non, Charlie. Ça ne marche pas sous les aisselles pour refroidir. Donc. Plus d'infos, studiorenegade.fr pour l'agenda, les streams et tout ça. D'ailleurs, juste après cette émission, vous retrouverez Charlie qui va vous streamer du Zelda toute la nuit. Restez un petit peu avec lui. Et n'hésitez pas à lui envoyer des petites cheers et tout ça pour tester les nouvelles alertes. Voilà. Faites un raid, Charlie. Tiens, Laurent Pierre, il dit j'ai testé la Noctua NTH1. Et bien justement, la Noctua NTH1, elle a un taux qui doit être aux alentours de, je sais plus s'il est entre 4 et 6. Là, on a 12,5. C'est-à-dire qu'elle conduit, je ne sais pas, vous vous rendez compte, mais elle a une efficacité thermique qui est 2 fois supérieure. C'est comme si, c'est quasiment comme si votre processeur était collé au refroidissement, quoi. Et ça change absolument tout. Honnêtement, ça change absolument tout. Prochain Beats en studio, écoute, Michael, pour le moment, on part pas sur Prochain Beats en studio, parce que même si les restrictions sont levées, il n'est pas très prudent qu'on se croise tous. Si un d'entre nous est contaminé, contamine les autres et tout, c'est pas... Voilà. Surtout qu'on a du mal à pas se faire la bise ou se rouler des pelles. Donc Non, mais c'est très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on reste tous à 1m50 dans le studio
Et c'est compliqué déjà. Rien que ça, c'est... Un bout du canapé, un dans le fauteuil. Ouais, c'est ça. Déjà là, c'est très compliqué en fait de se tenir à 1m50 chacun. Ça veut dire quand on a utilisé Stream Deck, faut le nettoyer, on a tout un protocole à mettre en place qui est un peu compliqué en fait. Donc ouais, le confinement élevé, mais pas la distanciation sociale, c'est exactement ça. Exactement. Mais bon. En fait, il y a une amie médecin qui a partagé aujourd'hui, attention, la fin du confinement, ça veut pas dire que la pandémie c'est pas la vie d'avant. Ça veut dire qu'on a de la place pour vous en réanimation. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça veut vraiment dire ça. Bon, enfin bref, merci d'avoir suivi cette émission. Merci Epitech Digital d'avoir sponsorisé l'émission aussi. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Je vous le rappelle, vous avez le lien en dessous, l'école de la transformation numérique. Si vous avez un ado de 17 ans autour de vous qui ne sait pas quoi faire avec les résultats de Parcoursup, n'hésitez pas à lui recommander l'école s'il veut travailler aussi dans le numérique. Sans forcément faire que du dev, par exemple. Il y aura un petit peu de dev, mais il n'y a pas que ça. Bref, sur ce, merci à vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Beat. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale. Restez là pour le stream juste après. Ceux qui nous suivent sur YouTube, ça sert à rien de rester. C'est la fin. Ciao, ciao. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.